Mai 1945. L'Allemagne nazie capitule face à l'arrivée des forces alliées à Berlin. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS viennent de mettre fin au conflit qui durait depuis déjà 6 ans. L'Allemagne est en ruine. De nombreuses villes ont été détruites par les bombardements. Des millions de soldats et de civils ont été tués par les combats et des millions d'autres ont été déportés et massacrés. Il est rapidement décidé que le pays sera divisé en 4 zones, chacune administrée par un pays gagnant de la guerre. Dès 1945, 4 zones sont créées. La zone soviétique à l'est, et la zone américaine, la zone britannique et la zone française à l'ouest. La capitale du pays, Berlin, est divisée de la même manière. Rapidement, des tensions se font ressentir entre l'Est et l'Ouest, et particulièrement entre l'URSS, attachée au communisme, et les États-Unis, symbole du libéralisme et du capitalisme. Dès 1948, les zones françaises, britanniques et américaines fusionnent pour devenir la République fédérale allemande, la RFA. Les tensions s'intensifient entre ce qu'on appellera désormais le bloc soviétique, constitué de l'URSS et de ses alliés, et le bloc occidental, mené par les États-Unis. Commence alors une longue période de tension entre les deux grandes puissances, chacune défendant sa politique et son modèle économique. En 1961, la scission est clairement matérialisée par la construction d'un mur séparant les deux parties de Berlin et par le renforcement du rideau de fer, une immense frontière traversant l'Europe qui sépare la zone soviétique et la zone occidentale. C'est le début de la guerre froide. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. La guerre froide, c'est donc une longue période de tension où les deux puissances s'affrontent idéologiquement, mais jamais directement. Les deux pays, chacun doté de la puissance nucléaire, savent qu'un réel affrontement serait désastreux et engrangerait des pertes monumentales, autant humaines que matérielles. Aucun des deux n'a intérêt à attaquer l'autre. La guerre est bien plus idéologique que physique. Les affrontements se font par pays interposés, comme en Afghanistan ou au Vietnam, où chacune des puissances soutient et arme le camp de son bord politique. La bataille se joue aussi au niveau de l'innovation. Les deux puissances se lancent à la conquête de l'espace, chacune souhaitant prendre le pas sur l'autre, et commencent aussi une course à l'armement pour construire des armes de plus en plus puissantes pour riposter à une éventuelle attaque de l'ennemi. En parallèle, les systèmes de surveillance et de contrôle se multiplient. De très nombreux espions s'échangent entre les pays, et les innovations se multiplient pour surveiller de manière toujours plus précise l'ennemi. Dès 1959, les États-Unis mettent en place la Ballistic Missile Early Warning System, un système de surveillance radar positionné sur le cercle polaire, qui devait détecter la présence de missiles dans la région. L'objectif est d'être informé le plus rapidement possible si l'URSS lance un missile nucléaire en direction des États-Unis, pour pouvoir riposter avant même qu'il n'arrive sur le territoire américain. Ces radars avaient donc une importance capitale pour les États-Unis, et la moindre action de l'URSS, y compris le brouillage de ces derniers, pouvait être considérée comme une déclaration de guerre. 23 mai 1967, cercle polaire. Tous les radars se brouillent en même temps. Plus aucun des radars placés dans le cercle polaire ne répond. Début des années 60. L'armée américaine commence à s'intéresser à la météo spatiale. Une nouvelle branche du service de météorologie aérien est créée pour surveiller l'activité spatiale et particulièrement l'activité solaire, la Air Force Weather Service,
AWS. L'objectif est notamment de détecter les éruptions solaires. Une éruption solaire, c'est lorsqu'une grande quantité d'énergie est libérée à la surface du Soleil, à un endroit précis et pendant un bref instant. À cette époque, on commence à comprendre l'influence qu'ont ces éruptions sur Terre. Lorsqu'elles sont assez puissantes, elles peuvent entraîner des perturbations électromagnétiques connues sous le nom de tempêtes géomagnétiques. Ces tempêtes peuvent avoir différents effets, allant de la perturbation des boussoles à celle des transmissions radio et des lignes électriques. La AWS employait un réseau d'observateurs dispersés aux États-Unis et dans le monde, chargé de rendre régulièrement compte de l'activité solaire aux prévisionnistes du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, une organisation chargée de défendre et gérer la zone aérienne nord-américaine. Le 18 mai 1967, un groupe exceptionnel de taches solaires avec des champs magnétiques intenses apparaît dans une région du Soleil. Le 23 mai, les observateurs et les prévisionnistes remarquent que le Soleil est particulièrement actif et susceptible de produire une éruption majeure. Cette éruption est effectivement tellement puissante que les observatoires du Nouveau-Mexique et du Colorado assistent à une éruption visible à l'œil nu, tandis qu'un observatoire radio-solaire du Massachusetts signale que le Soleil émet des niveaux d'ondes radio sans précédent. Selon un bulletin du Centre de prévision solaire du NORAD à Colorado Springs, l'éruption devrait déclencher un important orage géomagnétique mondial dans les 36 à 48 heures. 23 mai 1967, cercle polaire. Plus aucun des radars placés dans le cercle polaire ne répond. Tous les radars se brouillent en même temps. L'armée suppose immédiatement que c'est l'URSS qui est responsable de cette défaillance. En réponse, les avions de l'armée de l'air américaine attendent sur le parvis, prêts à décoller, chargés de leur cargaison fatale. Avant de donner l'ordre de départ, le poste de commandement du NORAD contacte le réseau de surveillance solaire pour savoir si une activité solaire particulière a été enregistrée. Le colonel Snyder, un météorologue solaire, se souvient avoir répondu avec enthousiasme. Oui, la moitié du Soleil vient de s'envoler dans une tempête. En plus des réponses des météorologues, le NORAD apprend que les 3 radars hors service sont en plein Soleil et peuvent donc potentiellement recevoir des émissions radio provenant du Soleil. Les avions, prêts à décoller, ne recevront jamais l'ordre de partir. L'armée comprend juste à temps que les défaillances n'ont pas été provoquées par l'URSS, mais bien par une tempête solaire. Il en a fallu de peu pour que le Soleil ne déclenche ce qui aurait probablement été le conflit le plus meurtrier au monde. La tempête géomagnétique a commencé environ 40 heures après l'éruption solaire, et les rafales radio ont continué à perturber les communications radio pendant près d'1 semaine. Cette tempête a été si forte que les aurores boréales, normalement aperçues uniquement dans le cercle polaire ou à ses limites, ont été vues jusqu'au Nouveau-Mexique. Il faut attendre les années 90 et la chute du mur de Berlin pour qu'enfin la situation s'apaise entre l'URSS et les États-Unis. En 1991, l'URSS éclate et se divise en 15 nouveaux pays, désormais indépendants. L'optique d'une guerre nucléaire est petit à petit écartée. Cette période, bien que largement marquée par ce conflit, reste aussi celle qui a poussé l'homme vers l'espace. C'est une période d'innovation et de grands progrès scientifiques, et notamment au niveau spatial. 4 octobre 1957. Sputnik 1 devient le premier satellite artificiel de la Terre. 21 avril 1961. Youri Gagarin est le premier homme à être envoyé dans l'espace. 21 juin 1969. Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune.
La deuxième moitié du XXe siècle restera la période qui a vu les hommes rêver plus loin que le ciel. C'est aussi une période où la science apprend à comprendre mieux les règles de l'univers et de l'espace. Ce que l'armée américaine a finalement retenu de l'incident du 23 mai 1967, c'est la nécessité de multiplier les moyens de surveillance du Soleil et plus généralement de l'espace. Car si le danger peut venir de la Terre, il peut aussi venir du ciel. Avec les améliorations scientifiques dans le domaine, on a pu observer de nouveau des tempêtes solaires et également identifier certaines passées. Parmi les plus remarquables, celle de 1859 a provoqué des dysfonctionnements des télégraphes, de nombreux cas de télégraphistes victimes de fortes décharges, ainsi que beaucoup d'incendies de postes de télégraphie. Des aurores boréales ont été visibles jusque dans les régions tropicales. De nombreux marins jusque dans la mer des Caraïbes y ont noté une couleur anormale du ciel. L'éruption solaire a été si violente que les habitants du nord-est des États-Unis pouvaient lire leur journal à la seule lumière des aurores. Au niveau militaire, en 1972, une éruption solaire a aussi déclenché l'explosion de dizaines de mines immergées depuis des mois à l'entrée d'un port vietnamien. L'événement aurait pu mener à des représailles tragiques si les bombes n'avaient pas explosé toutes quasiment en même temps, ce qui a forcé l'armée à constater qu'il ne pouvait s'agir d'un sabotage. La cause de ces explosions, longtemps restée mystérieuse, a finalement été expliquée quelques années plus tard, quand la science a permis d'encore mieux comprendre les effets d'une éruption solaire. De nos jours, la menace d'une grosse éruption solaire plane encore. Certains scientifiques estiment qu'une éruption solaire aussi violente que celle de 1859 pourrait survenir dans les 100 prochaines années. Si à l'époque, cette éruption avait déjà eu de lourdes conséquences, elle pourrait aujourd'hui donner un air de fin du monde à la Terre. Une éruption aussi violente provoquerait des dysfonctionnements dans les systèmes radio, puis dans tous les dispositifs GPS et les communications satellites. Les trains, avions, bateaux seraient alors paralysés et il deviendrait impossible d'utiliser une carte bancaire. Les surtensions électriques entraîneraient des pannes d'électricité, allant de quelques jours à quelques mois, paralysant l'ensemble de la vie moderne. Néanmoins, si un tel scénario est envisageable, il reste très peu probable. La science continue à étudier ces événements et tente de se protéger de ses conséquences, en améliorant notamment la protection des lignes électriques. Il en reste que, si dans les années qui viennent, vous vous retrouvez un jour sans électricité ni GPS ou réseau sans raison, levez les yeux. Le responsable est peut-être dans le ciel, juste au-dessus de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour être informé quand je sortirai une prochaine vidéo. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'histoires que je pourrais aborder, dites-le moi en commentaire et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo.